Jean-Paul Borde, s'il vous plaît. Prenez place et brossez-nous, faites-nous le point sur la recherche et le développement autour de la pomme de terre. Président, chers tous, bonjour et merci pour m'offrir cette tribune. Donc, je me représente, donc Jean-Paul Borde, je suis responsable directeur de la recherche R&D donc à Arvalis, et donc plus particulièrement sur l'animation de l'équipe R&D Pommes de terre. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la recherche et du développement que l'on fait sur le secteur de la pomme de terre. Et vous voyez que on a intitulé ça au service de la performance, parce que pour nous, Institut de recherche appliquée, pour vous, qui êtes financeur de cette recherche, on ne conçoit pas une recherche qui n'est pas une application pour les producteurs, pour les transformateurs, pour la filière. Et donc on s'inscrit dans cette logique-là, une recherche pour la performance. Alors, juste un petit mot, quand on parle de performance aujourd'hui, chacun y voit un petit peu ce qu'il a en tête, mais en réalité, il faut parler de multi-performance et surtout de triple performance. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la triple performance, on s'adresse à plein d'acteurs, qu'on soit consommateurs, producteurs, transformateurs. On s'adresse à l'ensemble de la société. Alors il y a quelque chose qui maintenant est connu et qui est adopté et reconnu par tout le monde, c'est les principes de la durabilité. Et ce principe de la durabilité dit que en fait il n'y a pas d'activité durable dans ce monde si elle ne s'appuie pas au moins sur 3 dimensions. Il y a la dimension économique, évidemment, c'est-à-dire si quelque chose n'est pas rentable, c'est difficile de le pérenniser. Il y a la dimension environnementale, et on sait qu'une activité qui a des impacts négatifs sur l'environnement, là aussi, va tôt ou tard être confrontée à une situation d'échec. Et puis il y a une dimension sociale, parce que toute activité a pour objectif d'élever le niveau de vie, la satisfaction des consommateurs, de la société, etc. Et donc ce principe de durabilité, il suggère qu'il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'une activité est d'autant plus durable que les services rendus dans chacun de ces piliers soient équilibrés. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut avoir en tête lorsque on évalue une activité. Et alors je vous proposerai un exercice tout à l'heure pour l'évaluer sur les activités de recherche que l'on conduit, que vous financez donc au niveau de la pomme de terre. Donc le progrès technique, il est multifactoriel, mais vous voyez, j'ai rajouté un petit élément là. Chacun regarde ce qui l'intéresse. Le danger qui nous guette, c'est de regarder une activité uniquement par le petit bout de la lorgnette. Il faut avoir une vision globale et il faut s'habituer à réfléchir comme ça. Alors je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer là. Vous voyez, si par exemple dans la filière pomme de terre, on travaille sur un projet qui a pour objectif d'augmenter le rendement par exemple d'1 tonne par hectare de plus, c'est un exemple parmi tant d'autres, on va tout de suite, nous, alors je dis nous parce qu'on se met tous un peu dans le même bateau là, on va tout de suite regarder l'impact économique que ça va avoir. Oui, ça va générer un peu plus de chiffre d'affaires, etc. Est-ce que c'est rentable, pas rentable ? Oui, mais si on regarde ça, cette performance au travers du prisme de la durabilité, eh bien, ça veut dire plusieurs choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont pourtant bien réelles. Ça veut dire qu'on a une meilleure efficacité des intrants. Ça veut dire que du point de vue environnemental, pour la même quantité d'intrants, on est capable de produire une quantité supérieure. Donc c'est un point, une externalité positive pour l'environnement. Si on regarde du point de vue social ou sociétal, c'est aussi la capacité de générer 200, alors j'ai fait un petit calcul là, parce que vous savez, quand on calcule des repas, il faut faire l'équilibre entre l'énergie et la partie protéique, c'est 265 repas par an de plus liés à 1 tonne par hectare de plus, voilà. Et donc c'est très important aujourd'hui de pensée globale quand on pense performance. Alors, si je dis ça, pourquoi ? C'est parce qu'on a l'habitude de regarder la R&D au travers du retour direct pour les producteurs, pour les transformateurs, pour les filières, mais en même temps qu'on fait progresser les producteurs, les filières, etc., on fait progresser aussi le retour pour la société. Et c'est ça qu'il faut apprendre à mettre en avant, lorsque c'est vrai, évidemment. Il y a des situations où c'est pas toujours vrai, et il faut aussi le dire. Alors, petit retour en arrière, on a beaucoup progressé. Alors là c'est trop petit pour moi, là je vois plus. Quand on regarde dans les 10 dernières années,
Les pas de temps ne sont pas exactement les mêmes, hein. Il y a plusieurs périodes, donc j'ai mis 1, 2, 3, mais c'est en gros une dizaine d'années. Quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que nos activités de R&D nous ont permis de faire et en quoi ça a permis de faire progresser les filières? Eh bien, alors je vais le prendre un petit peu dans le désordre. Bon, vous voyez que au niveau des variétés, là, dans les 10 dernières années, ça nous a permis de qualifier 150 nouvelles variétés caractérisées au champ et au stockage. Ça veut dire que ça nous permet assez rapidement de pouvoir dire voilà quelles sont les caractéristiques de ces variétés. Alors ça c'est très important, on en bénéficie depuis longtemps, mais si on ne l'avait pas, ça veut dire que lorsqu'on crée une nouvelle variété, il faudrait faire cet exercice. Bon, et donc ça c'est quand même important pour tous les utilisateurs et puis les producteurs. On a identifié là-dedans 16 variétés avec un niveau de tolérance au mildiou qui est supérieur ou égal à 6, c'est-à-dire qu'on commence à voir dans les programmes de sélection la prise en compte de la résistance, par exemple, aux maladies, qui est un critère important pour la filière pomme de terre. Bon, les rendements ont augmenté, la progression est à peu près de 0,5 tonnes par hectare et par an. En termes de gestion de l'eau, donc on a développé des outils pour essayer de mieux gérer les irrigations. Aujourd'hui, ça représente 6 000 hectares. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. On a caractérisé 30 variétés par rapport à leur tolérance au stress hydrique, et donc ça, on intègre ça aussi dans les outils d'aide à la décision. En termes de protection des cultures, sur les 10 dernières années, on a testé 81 innovations testées. Alors, soit en traitement du plan des sols, vous voyez qu'on a eu l'occasion de tester 24 solutions qui relèvent du biocontrôle. Vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup de la voie de protection, de ces voies alternatives aux pesticides. Eh bien, vous voyez que nous, dans le programme de recherche, dans les 10 dernières années, on a étudié plus finalement de solutions de biocontrôle que de solutions conventionnelles. Bon, vous voyez, il faut regarder les deux, parce que l'innovation, elle est forcément dans les deux. Sur le foliaire, pareil, vous voyez qu'on a testé 37 innovations qui appartiennent donc à la voie du biocontrôle et 8 en conventionnel, etc. Sur le stockage, on a diagnostiqué près de 500 dossiers de stockage de pommes de terre, ce qui représente à peu près un demi-million de tonnes en capacité. On a eu aussi l'occasion de mettre au point et d'évaluer 3 solutions anti-germinatives. Bon, il y a aussi le plan de contrôle de la qualité des pommes de terre que l'on fait aussi en partenariat avec le CNIPT. Et puis Mileos, qui aujourd'hui, donc le président en parlait à l'instant, j'y reviendrai, Mileos représente aujourd'hui 50% des surfaces concernées en 2016. C'est énorme. Je ne connais pas dans d'autres filières un taux de pénétration d'un outil au service des producteurs et des filières aussi important. On y reviendra tout à l'heure. Et puis dernier point, il faut avoir en tête aussi qu'on a progressé sur la fertilisation. Quand on regarde au bout de 10 ans, bon, vous voyez qu'en termes de fertilisation azotée, on a plutôt un petit peu diminué, mais on va dire on est à peu près dans la même tendance, c'est-à-dire on est capable d'augmenter les rendements tout en maintenant à peu près le même niveau de fertilisation azotée. Ça veut dire que du point de vue environnemental, on a produit en plus, c'est-à-dire on a fait une meilleure valorisation des intrants. Sur le phosphore, c'est là que ça a le plus progressé. Vous savez que la révision des critères de besoin des cultures nous ont permis de faire quelques économies, notamment sur la pomme de terre, bon, plus en phosphore qu'en potassium. Bon, ça, c'est quand on regarde dans le rétroviseur, et je voulais pas manquer de vous parler de Mileos, parce que c'est quand même la clé de voûte de la protection intégrée sur la pomme de terre. C'est quand même un outil qui permet d'anticiper le développement du parasite, donc du mildiou, mais qui aussi est capable d'intégrer les particularités liées à la variété, à la parcelle, à la date de semis, au type de produit que l'on utilise. Il prend en compte des paramètres climatiques très fins. Aujourd'hui, on est à peu près à 70 000 hectares, donc c'est facile à comptabiliser puisqu'il y a des souscriptions, donc on a un retour direct, ça représente à peu près 50% de la production. Quand on regarde les clients, les stations météo et les parcelles, bon, vous voyez, le président a parlé tout à l'heure de l'investissement très fort là sur le développement des stations météo. C'est un point clé. Aujourd'hui, on a besoin de capteurs météo très particuliers pour cet outil, parce qu'il y a des caractéristiques qu'on ne peut pas avoir avec les outils traditionnels. Et donc, l'augmentation, on va dire, du parc de stations météo a permis d'augmenter la proportion d'utilisateurs en 2 ans. Donc, vous voyez, ces chiffres sont énormes. En 2 ans, on a augmenté le nombre d'utilisateurs de 75% et le nombre de parcelles de 60%. Alors, maintenant, tournons-nous vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est compliqué, c'est difficile.
C'est des enjeux techniques, c'est des enjeux climatiques, c'est des enjeux sociétaux, parce que l'agriculture est regardée de près par la société, et c'est normal. Et donc, la R&D doit se projeter en tenant compte de ça. Donc, on a conduit des réflexions avec les différentes professions au sein de la pomme de terre, et on a essayé de voir quels étaient les axes qui seraient importants à travailler dans les prochaines années. On s'est mis un horizon à 2020. Bon, maintenant, vous voyez, on commence à parler de 2025, etc. C'est un exercice dynamique. Il faut tout le temps se remettre en cause, même si on a un objectif bien déterminé. Alors, on a identifié 4 choses importantes qui sont stratégiques pour la pomme de terre. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier. La nutrition de précision. Bon, vous voyez qu'on ne parle plus de fertilisation, on parle de nutrition. On rentre dans une ère où on va essayer d'apporter ce qu'il faut au bon endroit, de la meilleure façon, sans excès. Et donc, on va parler de nutrition de la pomme de terre, comme on parle de la nutrition des êtres humains, mais aussi de précision, parce que le progrès en agriculture naîtra d'une plus grande précision au champ, au stockage, etc. Le deuxième volet, c'est la protection intégrée. Alors pourquoi ? Parce que c'est une culture qui est exposée aux bioagresseurs, hein, donc le mildiou en particulier, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des insectes du sol, il y a d'autres maladies, il y a des champignons, etc. Donc elle est très exposée, donc il faut la protéger. Il y a plusieurs leviers, il y a le levier génétique aussi qui existe, mais l'idée que l'on a, c'est que demain, la protection de la culture ne sera plus ce que l'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va falloir combiner plusieurs leviers pour arriver à maîtriser le développement des bioagresseurs, des maladies, des parasites, etc. Et donc l'idée, c'est de commencer à construire cette protection intégrée dès aujourd'hui pour qu'on puisse en bénéficier au fil du temps. Bon, au niveau du stockage, il y a aussi des enjeux très importants. Des enjeux à la fois de compétitivité pour avoir un stockage qui coûte le moins cher possible, mais qui soit aussi de bonne qualité et qui préserve la qualité intrinsèque des tubercules au regard des différents débouchés, et puis aussi qui nous permettent de faire des économies d'énergie, puisque qui dit stockage dit aussi dépenses énergétiques, et donc vous voyez tous les enjeux qu'il y a autour du carbone et de l'utilisation des énergies fossiles. Bon, Qualité Pro, c'est tout le travail de caractérisation des variétés sur la partie agronomique et la partie qualité, mais aussi qualité sanitaire, qui est un des points forts, on va dire, de la filière française et qu'il faut vraiment maintenir chez nous, mais aussi au-delà de nos frontières. Donc voilà les 4 axes du programme R&D pour les prochaines années. Alors on l'a un peu chiffré, on l'a même chiffré très précisément, parce que lorsqu'on est dans une logique de R&D, eh bien, il faut regarder quel sera l'intérêt de ce sur quoi on travaille. On l'a regardé sur le plan économique. Le coût total de ce programme sur 3-4 ans, il va être d'à peu près 3,7 millions. Mais on a calculé que le retour et le gain pour la filière, donc l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit de la production jusqu'à la première transformation, sera à peu près de 10 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'à la fin de ce programme, le retour pour les filières, comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, sera très nettement supérieur à ce que vous aurez mobilisé pour l'alimenter. Alors si on regarde dans les différents volets, alors on ne va pas les regarder tous dans le détail, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Vous voyez que selon la thématique, le retour et le gain pour la filière n'est pas du même niveau. Vous avez des retours très forts, par exemple sur la partie nutrition de précision. Vous avez un retour plus faible sur la partie protection intégrée. Pourquoi ? Parce que dans un cas, on travaille pour améliorer l'efficacité des intrants, on peut espérer faire des gains sur la productivité, des économies d'intrants, la qualité, etc. Et donc, ça génère automatiquement des gains importants pour la filière. Sur la protection intégrée, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de trouver des alternatives aux pratiques que l'on a aujourd'hui qui utilisent des produits phytosanitaires. Et donc, du coup, on espère au mieux trouver des choses qui soient du niveau que l'on a aujourd'hui. Donc, vous voyez, le gain, il est beaucoup moins conséquent. Mais néanmoins, c'est nécessaire. Parce que si on ne le fait pas, la perte serait beaucoup plus importante. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'avoir cet indicateur économique parce que ça permet de voir finalement où est-ce qu'on met les financements, où est-ce qu'on fait porter l'effort et pour quel objectif. Quelques petits exemples pour vous montrer, par exemple, ici, c'est des résultats de 2012.
qui vous montre comment la tolérance au mildiou a pu progresser au travers de la génétique. Vous avez à gauche là des variétés anciennes qui sont assez sensibles au mildiou, et vous voyez que la présence de la maladie monte très vite pour atteindre le plafond. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a des variétés qui, y compris plusieurs semaines après, ne décrochent pas du tout. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel au travers de la génétique qui est important. Alors la difficulté, c'est que lorsqu'on choisit une variété, on ne la choisit pas que pour la tolérance au mildiou. Il y a tout un tas de critères, l'aspect débouché, qualité, adaptation agronomique, etc. Mais ça fait partie d'un axe très fort dont on aura besoin demain pour développer la protection intégrée. Un autre exemple qui commence à produire ses effets, là, c'est tout le travail que l'on a fait en matière de biocontrôle. Et notamment sur la partie stimulateur des défenses des plantes. Alors l'idée est la suivante, c'est que quand on utilise des produits phytosanitaires pour lutter contre des maladies, des insectes, des champignons, enfin, etc., on utilise des biocides, c'est-à-dire des substances qui détruisent l'agresseur. Voilà. Bon. Et là, dans le cadre des stimulateurs de défense, c'est une autre stratégie. La stratégie, c'est de renforcer les défenses naturelles de la plante. C'est d'envoyer, alors c'est un petit peu compliqué, on envoie des signaux qui en fait simulent l'attaque d'un bioagresseur, et donc on stimule la défense de la plante, et donc du coup, ça remplace pas un biocide, un fongicide, etc. Mais les deux combinés peuvent avoir des effets très intéressants. Et alors c'est ce que je vous montre, c'est ce que montrent les graphiques là sur la lutte contre le mildiou. Lorsqu'on associe avec certains stimulateurs un fongicide, on peut faire une économie de fongicide jusqu'à 50%. Bon. Donc ça, c'est le potentiel que l'on obtient aujourd'hui en routine. Alors, il faut que tout ça se démocratise, il faut que les coûts baissent, etc., etc. Mais il y a là aussi un potentiel très fort qui marche sur la pomme de terre, mais qui ne marche pas sur d'autres espèces. Je tiens à vous le dire, parce qu'évidemment, à Arvalis, on a eu l'occasion de tester ce type de produit sur d'autres espèces, et les plantes n'ont pas le même niveau de réceptivité. Donc c'est important aussi d'avoir des outils de recherche qui permettent de cibler assez rapidement la réceptivité des plantes par rapport à tout un tas de substances. Si on n'a pas ça, on peut passer notre vie à tester des substances et à ne rien trouver. Donc là, la recherche essaie d'être un petit peu plus intelligente, et notamment on utilise une innovation qui nous a été créée là par nos collègues de l'INRA de Bordeaux, qui est une puce ADN, qui est une puce qui permet en fait d'identifier 32 gènes de réceptivité sur la pomme de terre à un certain nombre de substances. Et on regarde très rapidement, en prenant un tout petit bout de la plante, si elle est réceptive à telle ou telle substance, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps, évidemment, dans l'étape de recherche. Défanage chimique. Bon, là, c'est quelque chose que vous connaissez mieux parce que c'est déjà rentré dans la pratique. Le défanage mixte, donc qui combine à la fois le chimique et le mécanique, offre des perspectives intéressantes. Donc, ça permet là aussi d'économiser des produits phytosanitaires. Bon, il faut mettre en œuvre d'autres matériels, mais vous voyez, il faut aussi l'évaluer de manière globale pour voir l'intérêt de ce genre de technique. Et puis une question aussi qui est présente dans toute la filière, hein, de la production jusqu'à la transformation, c'est la maîtrise de la germination. Et l'idée que l'on a, c'est d'essayer de travailler, de compléter un peu la panoplie des outils qui nous permettront demain d'avoir plusieurs solutions pour contrôler la germination. Bon, dans les 10 dernières années, on a pu évaluer, on va dire, des innovations qui ont été portées par le secteur privé, hein, que ce soit les huiles essentielles de menthe, mais aussi des choses plus anciennes comme l'éthylène ou l'hydrazine maléique. Bon, et il y a dans les cartons encore d'autres substances que l'on va tester qui demain pourront compléter la panoplie. Donc l'objectif de la recherche, c'est aussi de ne pas trouver qu'une seule solution, mais un ensemble de leviers qu'on pourra combiner selon les usages, les débouchés, etc., les cahiers des charges. Bon, voilà. Alors, je reviens un petit peu à notre propos du début, c'est comment est-ce qu'on évalue tout ça. Donc vous avez vu qu'on a fait un exercice d'évaluation économique pour savoir où on mettait les pieds.
ce programme de R&D, il est financé par vous, les filières, mais il y a aussi les financements de France Agrimaire. On essaie de capter des financements également de guichets nationaux, internationaux, qui nous permettent aussi de mobiliser de l'expertise externe qui s'ajoute à celle que nous, on est capable de déployer. Et donc ça aussi, c'est important. On démultiplie à peu près par 5. C'est un petit calcul que l'on a fait grâce à la demande du président qui nous dit, mais bon sang quand même, comment est-ce qu'on fait, quel est le retour que l'on a du partenariat avec des équipes étrangères sur des projets de recherche? Effectivement, c'est un calcul très intéressant. Quand on fait ça, on démultiplie par 5 les moyens qu'on serait capable, nous, de mettre sur un sujet. Autrement dit, on va 5 fois plus vite, ou on mobilise 5 fois plus d'expérience lorsqu'on est dans un projet de recherche internationale, en moyenne. Hein. Il y a des fois c'est plus, des fois c'est moins. Alors, là, c'est un peu la cartographie on va dire, de la performance économique du programme DEFIPOM 2020. Alors, en haut à gauche, là, vous avez le coût par projet. Alors, vous avez plusieurs couleurs parce que c'est le coût année par année, parce que le programme de recherche, il aura pas exactement le même coût l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4. Et il faut le cumuler. Bon, voilà. Alors, vous avez des bâtonnets importants. Alors, le bâtonnet le plus important, c'est la protection intégrée. Hein. C'est là qu'il y a le plus d'enjeux. Malheureusement, c'est pas celui qui va rapporter le plus, mais qui est quand même nécessaire pour trouver d'autres voies, etc. Alors, j'ai calculé aussi l'efficacité de la R&D en euros rapportés par euros investis. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que là, ça nous place dans une logique d'entrepreneur. On dit, voilà, moi, la recherche, elle me promet demain d'être plus compétitif, mais de combien? Voilà, quand je mets 1 euro là, ça me rapportera combien? Bon, vous voyez que au minimum, on est dans un rapport qui est à peu près de 1 pour 1. Et au maximum, on peut être dans un rapport de 6 pour 1. Donc, vous voyez, ça dépend des objets. Mais c'est important d'évaluer ça parce que vous, en tant que financeur, ben, vous aurez peut-être plus intérêt à porter l'accent sur tel ou tel volet. Quoique, il n'y a pas non plus que l'économie qui guide. Il faut avoir une vision globale. Alors, c'est un exercice, et je terminerai là-dessus, et je pense qu'il va nourrir aussi la table ronde qui va se tenir tout à l'heure. C'est quand on mène une activité, même, ou un programme de recherche, comment peut-on évaluer les retombées de ce programme? Alors, les retombées pour les producteurs, pour l'aval, pour les industriels, y compris même pour le consommateur. Aujourd'hui, lorsqu'on va évaluer une activité de recherche, il faudra aller jusque-là. C'est un petit peu l'échelle que je vous ai mise. Vous voyez qu'on s'est posé la question pour savoir, quand je mets en œuvre un programme de recherche, un projet de recherche, quels seront les impacts de ce projet, depuis l'amont, l'agrofourniture, etc., jusqu'à l'aval, y compris donc le consommateur. Est-ce qu'il y a des retombées positives ou négatives de ce programme sur les différents maillons de cette chaîne? Et donc c'est l'exercice que l'on a commencé à faire et que la filière à pommes de terre donc a commencé à faire un peu avant toutes les autres d'ailleurs, mais c'est grâce, on va dire, aux discussions que l'on a au sein de l'interprofession en relation donc avec l'Institut. Et donc, j'ai abouti à la chose suivante. Alors, pour l'instant, je vous montre le résultat final. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous le souhaitez, je pourrais vous donner plus de détails. On a essayé d'évaluer quels seront l'impact d'un projet de recherche avant même qu'on ait les résultats, en s'appuyant sur des hypothèses a priori qui sont des hypothèses les plus vraisemblables possibles, en regardant les impacts, mais pas seulement sur l'aspect économique, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais en regardant aussi les impacts sur le volet environnemental et sur le volet social. Autrement dit, en termes de durabilité, qu'est-ce que ce programme de recherche amènera à l'ensemble de la société? C'est ça la question essentielle qu'on est en train de travailler. Donc vous voyez, j'ai mis résultats provisoires, il va falloir encore travailler là-dessus, mais je tenais quand même à partager ces premiers résultats avec vous. Alors j'ai pris un exemple là, c'est le projet nutrition de précision. Là-dedans, il y a un projet plus petit qui s'appelle le pilotage de la fertilisation azotée avec des capteurs et des drones.
Alors le principe, il est tout simple, on connaît ça sur d'autres cultures. Aujourd'hui, on a des capteurs qui permettent de diagnostiquer l'état de nutrition azotée des cultures. On sait interpréter ça, il n'y a pas de souci. Et l'idée, c'est de voir comment on peut mettre au point un outil comme ça pour la pomme de terre. Donc l'idée, c'est qu'on équipe un drone avec un capteur, on fait survoler les parcelles, on récupère le signal, on l'interprète, et puis on donne un conseil. Et ça, on a imaginé que au terme du programme, au bout de 4-5 ans, il faut se donner un horizon moyen terme, parce qu'après, au-delà de 5 ans, c'est très compliqué de faire des projections. On a dit, voilà, supposons qu'il y ait 10% des agriculteurs, 10% des producteurs de pommes de terre qui l'adoptent. Donc c'est pas tout le monde. On fait une hypothèse, on dit, voilà, 10%, c'est tout à fait plausible. Et donc il y a des coûts supplémentaires, il y a du matériel, etc. Qu'est-ce que ça générerait comme retombée sur donc l'échelle, on va dire, qui va de l'aval, de l'amont jusqu'à l'aval. Bon, du point de vue économique, c'est un programme qui va coûter à peu près 500 000 € sur les 3-4 ans à peu près. Les gains pour la filière, c'est de l'ordre de 1 800 000 € par an à terme. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on fait ça, en fait, on joue sur 3 choses. On joue sur une légère augmentation de la production, sur des économies d'intrants et sur la qualité. Et donc là, on a l'exemple d'un projet qui est multifactoriel et donc avec des retombées pour le coup qui sont intéressantes. Le taux de rentabilité est un des plus forts, il est de 378%, c'est-à-dire que pour 100 investis, ça ramènera 3,78 et le temps de retour, vous voyez que très vite on va payer la recherche qui aura été mise en place pour ce projet. Alors du point de vue environnemental, ce projet permettra de réduire l'utilisation d'engrais azotés d'à peu près 420 tonnes d'engrais équivalent ammonitrate par an. C'est-à-dire la prise en compte de l'état nutritionnel in situ de la plante permettra, dans certains cas, pas tout le temps, de faire des économies, uniquement sur les 10% d'agriculteurs que l'on suppose qui vont utiliser ça. Et donc, vous voyez, les chiffres sont assez considérables. Une petite économie au niveau de la parcelle, du mètre carré, de l'hectare, etc. Au niveau d'une filière, c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on multiplie par des enjeux qui sont très importants. Ça préserve les espaces non cultivés, à peu près 127 hectares. Alors, c'est pas énorme, mais c'est quand même intéressant. L'idée, c'est de dire, chaque fois que je suis capable d'augmenter la production, la productivité, sans augmenter la surface de culture, en fait, quelque part, je préserve des surfaces. Donc c'est un indicateur finalement de performance, d'utilisation de l'espace qui est disponible sur la planète. Il y a aussi d'autres activités où c'est le contraire. Elles remettent en culture, et là c'est plutôt positif. Ça réduit les émissions de CO2 d'à peu près 875 tonnes d'équivalent CO2 par an. Alors je pense qu'il faudrait essayer de traduire ça en nombre de voitures en moins sur le périphérique parisien. Je pense que ça intéresserait Anne Hidalgo peut-être, faudrait qu'on en rediscute, mais là ce n'est que de la trituration de chiffres. Et puis dernier élément, sur le plan social, on a regardé quelques indicateurs, on a regardé la création d'emplois. En gros, on dit un projet comme ça génère de la valeur dans la filière, parce qu'il y a des volumes en plus, il y a de la qualité en plus, il y a des économies, etc. Et donc ça génère de la valeur. Cette valeur, moyennant un coefficient de conversion en termes d'emploi, on est capable de dire quel impact ça a sur les emplois. Et vous voyez que par exemple ce simple projet, bon ça reste modeste, mais ça créerait à peu près 24 équivalents temps plein si 10% des agriculteurs le mettaient en œuvre au bout de 4-5 ans. Ça améliore la qualité de l'alimentation, oui, parce que ça permet de maîtriser plus facilement le taux de nitrate dans les tubercules et donc d'avoir un impact positif ensuite sur la qualité du produit. Et puis ça augmente la capacité nourricière. Alors ça c'est important aussi. On l'oublie trop souvent, mais chaque fois qu'on augmente la productivité, nous on le regarde avec le regard, on va dire agricole du rendement, etc. Mais il faut aussi le regarder du point de vue social, puisque là, vous voyez, ça correspondrait à peu près à 3800 personnes de plus nourries par an avec cette approche. Alors je passe vite, il y en a juste 2 autres, voilà. Comment ? Il faut qu'on accélère un petit peu, monsieur. Ah ben ça vous allez voir, ça va être très vite fait. J'ai fait la même chose pour ici les solutions de biocontrôle. Là, j'ai supposé qu'il y avait 20% des agriculteurs qui appliquaient des solutions de biocontrôle. Bon, vous voyez que l'impact, il est surtout
en fait un gain en termes de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires, 180 tonnes par an, de substances actives, pas de produits bruts. Par contre, l'effet sur l'emploi, il est neutre, et puis le coût pour les filières, alors là, c'est pas un gain, c'est un coût, parce qu'en fait, si vous voulez, on travaille pour mettre au point des solutions qui, au mieux, seront équivalentes, et qui, probablement, en termes de productivité, seront moindres. Je l'ai fait aussi pour Mileos, puis j'arrêterai là, Mileos, en supposant qu'on augmente de 20% les surfaces de Mileos, qui est déjà beaucoup, puisqu'on est déjà à 50%, eh bien vous voyez que la rentabilité est très forte, parce que le retour pour la filière, il est de 2 millions. Et puis en termes de création d'emplois, vous voyez, on est un peu comme le premier, on est à peu près à 26 équivalents temps plein, et puis ça permet d'économiser 53 tonnes de substances actives par an. Pour la filière. Bon voilà, donc je termine. Conclusion, une pomme de terre écologiquement compétitive, oui, mais à quel prix? Donc c'est le titre de la table ronde. Donc l'idée c'était aussi de nourrir un petit peu la réflexion qui peut faire débat. Quelques idées qui seront reprises sans doute. Quand on pense à performance, il faut penser tout de suite à multiperformance et global. Jamais un critère. Maintenant, il faut regarder l'ensemble des choses. Il ne faut pas oublier que la filière, toutes les filières ont déjà fait des progrès au bénéfice des producteurs, mais il ne faut jamais terminer la phrase là. Les progrès qui ont été faits pour les producteurs le sont aussi pour les transformateurs, les consommateurs et la société en général. Pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, il faut savoir le mentionner. Bon, il est possible de faire plus, mais ça a un coût. C'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est qu'on peut tout imaginer. Il faut du temps et des moyens. Voilà. Et moyennant ça, bon, voilà. Et encore, bon. Et puis, bon, pour nous, vous l'avez compris, la priorité, quand même, c'est de trouver des solutions alternatives, mais qui soient rentables, efficaces et fiables. Je crois que les trois, j'ai pas le temps de les développer, mais je pense qu'ils ont du sens. Et derrière, je pense que ça peut vous parler. Voilà. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci, Monsieur Borde.